Ça y est, donc on est en direct, 6h52. Désolé pour, la minute, de faux départ. On va parler, ce soir de cette espèce de rififi entre, Trump et Powell, entre la Maison Blanche et la Fed, qui, est, une vieille bagarre, entre les 2. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais qui, prend une nouvelle tournure en ce début d'année, à un moment où, Trump, semble aller au bout de ses actions. On l'a vu, en tout cas, avec le Venezuela, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est, déjà, les faits, pourquoi Trump fait ça, ce que ça risque de produire sur la Fed et d'autres choses, et évidemment, ce que ça veut dire pour nous. J'en profite, pour vous dire que, parmi mes bonnes résolutions d'année 2026, j'ai pris celle de faire une petite analyse d'actualité comme cette première de ce soir, les, lundis et jeudis, alors plutôt vers 18h, mais cette première a un peu de retard, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si ça vous plaît, en tout cas, mettez des pouces, partagez, commentez. Évidemment, moi je suis le chat en direct, n'hésitez pas à poser, vos questions, et comme toujours, je vous renvoie, si vous voulez approfondir les analyses, à l'investisseur sans costume, le site investisseur-sans-costume.com. Et en particulier, pour la vidéo de ce soir, je vous recommande, un papier, j'en avais aussi fait une vidéo, à l'époque, qui doit dater de 2022. Attendez que je vous dise ça, tout de suite, que c'est quelque chose qui est pas tout jeune. 2020, quelque chose qui date d'avril 2020, c'est un papier intitulé «Le 11e homme le plus puissant du monde avoue le vilain secret des banques centrales». C'est déjà sur Powell à l'époque, et c'est très intéressant parce que ça éclaire d'une lumière particulière, ce que, vraiment la bagarre en ce moment, qui encore une fois est une bagarre qui date du premier mandat de Trump. C'est-à-dire que c'est Trump qui a nommé Powell à l'époque, et qui déjà, au moment où il nommait Powell, se retrouvait dans une situation, inhabituelle, où généralement, le président des États-Unis avait pour coutume de toujours, heu, accorder son deuxième mandat, au au président de la Fed. Et là, c'est la première fois, il n'avait pas, renouvelé, j'ai oublié son nom, pardon, de la prédécesseuse, de Powell. Hem Et c'est bien dommage parce qu'elle l'aurait bien davantage servi que ce que n'a fait Powell. Il s'en est assez rapidement mordu les doigts, et à part, le moment, du covid, ça a toujours été extrêmement tendu entre, Powell et Trump, et on n'est jamais qu'aujourd'hui, à une nouvelle étape. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en reparle aujourd'hui? La raison est assez simple, c'est donc que Powell a reçu ce qu'on appelle des Powell et la Fed ont reçu des subpoenas, c'est-à-dire c'est-à-dire une injonction, de preuve, de la part du département de la justice américain, et c'est quelque chose qui a lieu, c'est ce vieux problème, enfin vieux, qui maintenant est vieux entre Trump et Powell, c'est le chantier de rénovation, des bâtiments historiques de la Fed. Il y en a pour 2,5 milliards, ça a l'air absolument énorme comme ça, bon, c'est les chiffres américains, et déjà, l'année dernière, Trump avait été extrêmement critique, vis-à-vis de Powell, à ce sujet-là, il s'était rendu à la Fed, ce qui est très inhabituel pour un président de la Fed. Non, ça marche plus. Je mets juste un peu de lumière, j'avais oublié. Hop. Ah oui, c'est un peu cool. Non, c'est pas mieux du tout. Excusez-moi, je renvoie ça. Bref, Trump avait déjà été rendu visite à la Fed, ce qui encore une fois est très inhabituel, il avait mis la pression, sur Powell. Vous savez, Trump, qui a fait énormément d'immobilier, pour lui dire: «Mais comment est-ce que c'est possible d'avoir 2,5 milliards pour un chantier pareil?» Et ça, c'est des trucs qui s'étaient très, très mal passés. Il y a une visite de chantier où il y a Trump qui distribue les mauvais points à Powell. C'est évidemment un prétexte. Trump, je pense, n'a strictement rien à faire, du, chantier de la Fed. En revanche, ce qui se passe, c'est que ça ouvre la voie éventuellement à, une sorte de limogeage, de, Jérôme Powell pour, faute grave. Donc la manière dont fonctionne la Fed, c'est la Fed a un fonctionnement très particulier. Le président, des gouverneurs de la Fed, donc Jérôme Powell, est nommé
par Trump. D'ailleurs, tous les gouverneurs sont nommés par le président des États-Unis. Donc là, il y a un comité des gouverneurs, là, il y a plusieurs réserves fédérales. C'est très important ça d'ailleurs. C'est-à-dire que vous avez vous avez ouais, je ne sais plus combien de réserves fédérales, il y en a une bonne dizaine. En tout cas, il y en a une qui est extrêmement importante, qui est la réserve fédérale de New York. C'est vraiment presque plus important encore que la Fed elle-même. Derrière, il n'est pas censé intervenir ensuite pendant la gestion. La seule chose qu'il puisse faire, c'est effectivement limoger le président de la Fed pour faute grave, mais c'est un truc, ça n'a jamais, je crois pas que ça ait jamais été fait, c'est du jamais vu. Il y a vraiment quelque chose là de très particulier, de se dire, mais est-ce que vraiment il va vouloir, est-ce qu'il va avoir un pouvoir? Et donc, voilà, très clairement, là, vous avez aujourd'hui un coup de pression de Trump sur Powell. Encore une fois, ce n'est pas les travaux de rénovation de la Fed. Oui, le montant est astronomique. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde s'en fout. Vraiment, c'est derrière, pouvoir derrière le limoger pour faute grave. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Parce que il veut limoger Powell parce que, d'après lui, Powell ne baisse pas les taux suffisamment vite, pas du tout suffisamment vite à son avis, et que la Réserve fédérale devrait baisser les taux, devrait faire des QE, devrait racheter, devrait soutenir massivement l'économie pour pouvoir, en gros, pour que lui puisse faire ce qu'il veut. D'une certaine manière, Trump, en faisant cette manœuvre contre Powell, dit deux choses. Il dit, un, bah, c'est pas ma faute si ça marche pas, c'est qu'il y a la fête contre moi. Donc en termes de com, c'est éventuellement pas totalement inhabile. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on a les midterms. Pour Trump, c'est les élections de mi-mandat qui arrivent là dans quelques mois, quelques semaines presque, sont absolument essentielles parce que les démocrates sont absolument vent debout contre Trump et ils ont déjà annoncé très largement que s'ils reprenaient la majorité au Congrès, ils entameraient une procédure de destitution contre Trump. Même si elle aurait dans tous les cas peu de chances d'aboutir, ça pourrirait la fin du deuxième mandat de Trump. Et donc, on a un peu l'impression qu'il est en train de jouer son va-tout, en train de se dire je vais tirer très fort dans tous les sens pour réussir à me positionner un peu comme chef de guerre le, gagner mes midterms et après on me laissera tranquille. On verra bien ce qui se passera après. En tout cas, je ne serais pas étonné que dans la manière, dans la politique de Trump, on ait un avant, un après midterm. De toute manière, si le Congrès change de main, ça changera dans tous les cas. Mais même s'il gagne, ça pourrait être bien différent. Et le problème, je vois tout de suite la question, pourquoi est-ce que la Fed ne suit pas? Tout simplement parce qu'elle ne peut pas. C'est-à-dire que j'ai intitulé cette vidéo «La guerre des illusionnistes». Trump est dans une bataille de communication, mais la Fed aussi, en fait. Et ce que demande Trump à la Fed, en fait, témoigne d'une profonde méconnaissance du travail de la Fed. Et pour ça, peut-être le meilleur moyen de s'en rendre compte, je voudrais vous lire une déclaration de Jerome Powell. C'est comme ça que j'ai commencé mon article de 2020 sur Jérôme Powell. Hein. L'article, donc, lui, s'intitule «Le 11e homme le plus puissant du monde», parce que Time Magazine, je ne sais pas qui, l'avait nommé 11e homme le plus puissant, peu importe. Et donc, euh, Jay Powell avait déclaré pourquoi nous arrêter à 4 000 milliards de dollars. Donc là, on parle du bilan de la Réserve fédérale, de la Fed. Cela ne sera jamais assez pour les marchés. Et si nos modèles nous diront toujours que nous aidons les économies, j'aurai sans doute toujours l'impression que ces bénéfices sont surestimés. Attention, donc pourquoi nous arrêter à 4 000 milliards et si nos modèles nous diront toujours que nous aidons l'économie, j'aurai sans doute toujours l'impression que nos bénéfices sont surestimés. Un peu plus loin, Jérôme Powell continue. Qu'est-ce qui pourrait nous arrêter si ce n'est une accélération de la croissance économique? Mais il n'est sans doute pas en notre pouvoir de produire cette croissance. Et enfin, dernier extrait qui, à mon avis, est très important. Pendant ce temps, nous soufflons une bulle obligataire généralisée
qui produira de grosses pertes lorsque les taux remonteront. Nous pourrions presque dire que c'est notre stratégie. Et lorsque cela se produira, nous pourrions avoir une réaction des marchés très dynamique. Là, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'en gros, ce que dit Powell, alors la première chose qui est très importante, c'est quand est-ce que Powell dit ça? Évidemment, Powell ne vient pas de dire ça la semaine dernière, parce que depuis, le bilan de la Fed s'est bien gonflé, mais il dit ça en 2012. Il dit ça en 2012, au moment où il est nommé au board des gouverneurs de la Fed. Donc il vient d'arriver, il n'est pas du tout président, hein, il est juste il vient d'arriver et d'une certaine manière, il a encore ses illusions et voilà ce qu'il nous raconte. Il nous dit de toute manière, on peut rien faire pour l'économie. Monsieur Trump, je peux rien faire pour vous. Enfin bon, à l'époque, on est en 2012. En plus de ça, bah, je, les jours où les taux remonteront, on aura des gros problèmes. On est en 2026 et les taux ont remonté. Et on est justement en plein milieu de ces problèmes. C'est-à-dire que Powell, lui, se bat parce qu'il est dans une situation absolument intenable où il doit gérer en même temps des taux qui remontent, parce que c'est ça qui est très important, c'est que la Fed contrôle les taux courts, mais la Fed ne contrôle absolument pas les taux longs. La Fed a fait 3 baisses de taux déjà, et les taux longs n'ont pas suivi. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la courbe des taux qui se rédifie, steepening en anglais on dit. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, quand Powell baisse les taux, ben, en fait, il baisse pas les taux longs. Donc Trump lui dit il faut baisser les taux. Oui, ben, c'est pas évident que ça serve. Et pourquoi est-ce que Trump demande ça de manière aussi agressive, au point d'envoyer des injonctions légales à Powell, sur des sujets qui n'ont rien à voir, mais encore une fois, qui ouvrent la porte à sa destitution? C'est parce que eh ben, Trump a un mur de dette devant lui. Il y a 9 000 milliards à 9 000 milliards à refinancer en 2025, en 2026, pardon. Alors, il y a déjà eu à peu près autant l'année dernière, mais le problème, c'est que le temps passe et que plus ça va, le dollar est faible. On a un énorme problème sur le dollar qui est que malheureusement, le reste du monde ne veut plus tellement de dollars, que la stratégie de droit de douane a fait beaucoup de mal et que du coup, il n'est pas du tout évident que 2026 se passe aussi bien que 2025. Et donc, on a aujourd'hui cet énorme problème devant lequel est Trump, qui est celui de devoir refinancer en gros la dette du Covid, parce que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 2022, il y a eu 2020-2022 énormément de dettes qui ont été émises, et ces dettes ont été émises à des échéances plutôt courtes. Et elles arrivent massivement à l'échéance l'année dernière et cette année. Donc on a un vrai bon vieux gros mur de dettes. Et encore une fois, Trump a un peu tout foutu par terre avec non seulement ses droits de douane, parce que ce qu'il faut bien voir par là, c'est que ces choses-là ont des répercussions. C'est-à-dire que quand Trump vient dire aux Chinois, désormais, vous pouvez, qui met des droits de douane. Les Chinois utilisent aussi leurs armes, c'est-à-dire que les Chinois sont en train de baisser leurs réserves en dollars. Et du coup, ça veut dire des gens qui achètent le dollar en moins. Il y a un autre sujet qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est le Japon. Pendant des décennies, le Japon a eu une politique monétaire tellement laxiste qu'il rachetait absolument tout ce qui passait, y compris des dollars, y compris des bons du trésor américain. Le Japon est entré dans une crise absolument monumentale à cause de ces décennies de financement totalement décérébré de la Banque du Japon.
et donc on perd aussi, ce créancier-là, et on se retrouve, à un moment où en fait, vous êtes devant un mur de la tête, vous avez besoin, absolument, d'émettre, des bons du trésor, extrêmement massivement, mais c'est pas si simple que ça. Et donc et probablement c'est là où vraiment on a un énorme problème, c'est que, vous êtes à la fois, à un moment où, la Fed, a besoin, de, la Fed a besoin aujourd'hui de gérer, ses taux, parce qu'encore une fois, très, très, très important, la Fed ne maîtrise que les taux courts, ne maîtrise pas les taux longs, on les maîtrise un petit peu avec ces fameuses politiques de quantitative easing. Mais, si vous voulez, si on veut faire ce qu'on appelle du yield curve control, donc contrôler la courbe des taux et se dire que, comme le Japon, on va donner, on va dire: «OK, le taux à 10 ans sera à tant et puis, il sera, je sais pas, à 3,5 et puis, on rachètera ou on vendra tout ce qu'il faut pour». Première chose, c'est qu'encore une fois, ça a détruit le Japon, cette politique-là, et ensuite, heu les États-Unis, c'est pas le Japon. C'est-à-dire que vous n'imaginez même pas les volumes qu'il faudrait acheter pour faire ça. Il est probable que la Fed ne puisse absolument pas se permettre de faire une chose pareille. Mmh. Donc, en revanche, on repart en QE, c'est pas du tout impossible, et à mon avis, il est probable que, Powell finisse, par, j'allais dire par lâcher l'affaire. Non pas, parce que c'est, pour faire plaisir à Trump, mais, parce que, on a le problème général auquel le Powell est confronté, c'est que d'un côté, il a, une sphère réelle, une sphère économique, qui ne veut plus acheter de bons du trésor, et d'un autre côté, il a une sphère financière qui, elle, a besoin de recycler des bons du trésor en permanence. Pour le dire autrement, c'est un petit peu comme si, vous aviez, un concessionnaire de voitures, et que, le concessionnaire de voitures voulait plus acheter de voitures, mais qu'en revanche, il y a de plus en plus de gens qui voulaient louer de ces voitures-là. C'est un peu grossier comme manière, de dire, le, mais, c'est un peu de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un besoin monstrueux, des de la sphère financière, de refinancement en dollars. Les banques ont besoin de se refinancer en dollars, elles ont des besoins de dollars, mais elles en ont besoin, elles en ont besoin sur des appareils extrêmement particuliers, sur des dérivés. Elles ont besoin en fait de se positionner en fait, elles ont besoin d'intermédiaires, elles ont besoin de gens pour leur prêter des bons, et en fait, aujourd'hui, il y a plus personne que la Fed, et c'est un énorme problème parce que vous avez des taux qui montent trop justement parce que vous n'avez pas assez d'acheteurs là-dessus, et donc vous avez la Fed qui se retrouve comme seul intermédiaire pour essayer de faire le grand écart entre des émissions de bons du trésor qui sont absolument monumentales. Il va falloir refinancer 8 000 à 9 000 milliards de dollars de bons du trésor, donc ces dollars-là, il y a personne pour les acheter, et en revanche, il y a plein de gens qui ont besoin qui eux, sur les marchés financiers, ont besoin, de pouvoir se prêter ces dollars à court terme, là-dessus. Ce qu'on regarde généralement, sur la liquidité, c'est le SOFR, Standard Overnight Financing Rate. Attendez, je vais vous le montrer. Alors attendez, je vais partager mon écran. Tac, regardez, hop. Et donc, est-ce que c'est bien ce que vous voyez ça? Et ben voilà, magnifique. Alors on voit surtout, alors attendez, je cache un peu avec même mon visage, mais ce que vous voyez là, c'est, le SOFR, et c'est le CME Group, donc Chicago Mercantile Exchange, qui est, une immense, place de marché, et qui, et c'est les volumes d'échange, de dollars entre, les banques. C'est ce qui remplace le Libor. Je ne sais pas si, vous vous souvenez,
des énormes scandales qu'il y avait eu sur le Libor en 2007, la crise de 2007, que les financiers appellent pas la crise 2008, l'appellent la crise 2007. Le Libor s'est gelé à l'été 2007 et ce que le grand public appelle la crise de 2008 n'est que la conséquence de ce dysfonctionnement radical des échanges entre banques. Et donc là, ce qu'on voit sur le CME, c'est que là, on a une explosion des volumes du SOFR. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les intermédiaires financiers, essentiellement les banques, mais pas que, vous avez des hedge funds, vous avez plein de monde, mais on va dire les banques pour faire plus simple, euh, ont besoin de mettre la main sur des liquidités. Et donc overnight, c'est en gros, donnez-moi du dollar juste pour ce soir et je vous le rends demain. C'est très 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 important de bien comprendre ça. Avec le système financier, à la base, fonctionne sur des institutions qui vont se prêter les unes aux autres et qui vont se prêter du jour pour le lendemain ces fameux bons du trésor. Et donc ça, ils en ont besoin d'une quantité astronomique. Et quand je vous dis que la Fed est dans ce moment où, d'une certaine manière, elle a besoin de louer des voitures à enfin pas elle, mais que les marchés financiers veulent louer des bagnoles absolument partout, mais qu'il n'y a plus personne pour acheter ou pour construire ces bagnoles, et ben, c'est le problème sur lequel on est. Et donc là, c'est assez inquiétant. C'est pas des choses qui arrivent jamais, mais c'est assez inquiétant d'avoir ce pic qu'on a là, qui est donc ça doit être celui de vendredi, si je me trompe pas, le 9 janvier. 9 janvier, on a plus de 7 millions de contrats. Alors, si vous voulez une explication très rapide, donc un contrat, c'est 250 000 $. Donc, vous faites 7 millions par 250 000. Tac, tac, tac. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. 7 millions par 250 000, ça vous fait 1750 milliards. Donc c'est beaucoup. Et c'est là, ça explose comme ça, du jour au lendemain. Donc on va voir comment cette semaine commence. Mais je vous le disais déjà, on a des grosses chaleurs sur les marchés financiers au 31 décembre, pendant les réveillons. Eh bien, on est encore là-dedans. J'en profite pour prendre une question. Je regarde là, Fred le premier. Bonsoir Guy. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une limite à l'augmentation des cours de l'or avec tout le marasme dans le monde? J'ai l'impression que l'or va monter énormément. Je suis assez d'accord avec ça. Autant, si vous voulez, après les grosses hausses de l'été, au début de l'automne, il faut avoir de l'or, mais pour des gens qui en avaient déjà, est-ce qu'il faut encore en racheter quand on a déjà de l'or dans son portefeuille? Je pense que là, moi je suis assez, j'allais dire optimiste, c'est-à-dire que je suis très pessimiste, donc je suis optimiste sur l'or, mais même pas pessimiste, c'est simplement réaliste. Première observation qui est toujours bonne à prendre, c'est-à-dire que les banques centrales continuent d'acheter de l'or. Et c'est même pas qu'elles continuent d'acheter de l'or, c'est qu'elles augmentent leurs achats d'or. Donc, c'est toujours un bon signe de voir ce que font les banques centrales. Et c'est pas pour rien qu'elles le font. Elles le font notamment parce qu'elles ont besoin de se dédollariser au moins en partie. Elles se rendent bien compte que le dollar est militarisé par les États-Unis, que les transactions faites en dollars, les États-Unis estiment que ça revient au droit américain. Donc, d'une certaine manière, je vais vous donner mes dollars. Et donc, quand vous êtes une banque centrale et que vous avez vos réserves, vous dites, OK, je ne les mets pas en dollars, je les mets dans quoi? En euros? Non, vous n'allez pas les foutre en euros. Donc, comme vous n'allez pas mettre comme vous n'allez pas mettre vos réserves en euros, vous allez les mettre en yens. Non, vous n'allez pas les mettre en yens. Vous allez les mettre en francs suisses. C'est pas une mauvaise idée. La Suisse, je veux dire, ils ont déjà un bilan énorme. Vous ne pouvez pas tout mettre en francs suisses. Tout le monde entier ne peut pas juste avoir sa réserve en francs suisses. Euh, le, le fameux. Le, donc vous avez l'or, donc les banques centrales ont besoin d'or. Et l'autre chose, c'est ce qui est très important, pourquoi est-ce que je pense que l'or a beaucoup de choses à faire cette année encore, c'est que je pense que Trump
malheureusement, d'une certaine manière, va gagner son bras de fer avec Powell, et que, Powell, a cet énorme problème de devoir réconcilier l'irréconciliable, c'est-à-dire une sphère financière qui a un besoin ultra massif, de liquidités, de dollars, et le monde réel qui n'a plus envie, de les fournir. Enfin, c'est le si, c'est-à-dire que, en gros, c'est pour le dire simplement, c'est-à-dire que vous avez plein de gens qui veulent emprunter, mais vous avez plus personne qui veut prêter. C'est logique, hein, c'est extrêmement simple. Il y a pas de, il y a vraiment, c'est d'une banalité pas possible, mais ça s'exprime de manière extrêmement complexe sur les marchés financiers. Et finalement, c'est jamais que ça. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui ont besoin d'emprunter des dollars en permanence, et puis il y a plus grand monde pour vouloir les leur prêter. Mais c'est pas, je veux dire, ça se fait à un niveau, ça se fait entre États, ça se fait entre banques centrales, ça se fait au niveau de grandes banques, de grandes institutions. Euh, le, le, et ensuite, alors je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de, pardon, je prends tout de suite la question d'Aurel, ou d'Aurélie, pardon. Pourquoi pas en couronne norvégienne? C'est pas une monnaie de réserve, la couronne norvégienne, notamment parce que euh, et pareil, c'est encore pire que la Suisse, c'est-à-dire que le monde entier ne peut pas mettre ses réserves dans des toutes petites monnaies de petits pays de quelques millions d'habitants. C'est malheureusement, même ça serait terrible pour ces pays. La Suisse, je prends du coup maintenant la question de Cédric, un mot sur la finance suisse, fiable ou pas. D'une certaine manière, je viens de vous donner le problème de la finance suisse. Le problème de la finance suisse, c'est que vous avez la Banque nationale, donc comme tout le monde veut du franc suisse, plutôt à raison, normalement, le franc suisse devrait être à des niveaux absolument. Vous croyez que le franc suisse est haut, il devrait être incroyablement plus haut. Euh, donc, et forcément, la BNS est obligé d'intervenir radicalement pour essayer de faire en sorte que le franc suisse ne soit pas trop haut, surtout que la Suisse est un pays très largement exportateur et qu'il l'est de plus en plus. C'est-à-dire que les exportations suisses ont explosé depuis une vingtaine d'années. Et donc là, tout d'un coup, ils se retrouvent en disant, OK, donc on a toute une économie exportatrice qui s'est mise en place, donc il faut en plus ça qu'on fasse attention aux francs suisses, en sachant que les Suisses ils ont essayé à un moment de ne pas soutenir de pas soutenir le franc suisse, de ce qu'on appelle le PEG, d'abandonner le PEG. Il y avait un PEG à 1,20 à un moment donné, c'est-à-dire que les Suisses avaient arrimé le franc suisse à l'euro en disant voilà, il faut, 1 euro, c'est 1,2 francs suisses. Ils ont essayé de laisser flotter directement, on est arrivé là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un franc suisse au-dessus de l'euro. Donc, et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est marrant, j'avais dîné avec le responsable des achats des CFF, donc l'équivalent de la SNCF suisse, et qui lui, donc en tant que commanditaire, s'était mis tout d'un coup à aller soutenir, notamment avec des lignes financières, ses fournisseurs, en disant bah, moi j'ai plein de fournisseurs en fait qui du coup qui sont des exportateurs qui vont avoir des problèmes pour exporter parce que tout d'un coup le franc suisse s'apprécie et du coup leurs produits deviennent plus chers. Donc les Suisses sont très sensibles à ça, et même les entreprises entre elles. Vous avez une entreprise publique comme les CFF qui va soutenir ses fournisseurs, en disant parce que s'ils font faillite, moi je perds un fournisseur, j'ai envie de le garder. Donc vous avez un énorme problème au niveau de la Suisse, qui est le bilan de la Banque nationale suisse, qui est plein d'euros, qui est plein d'actions Apple, qui est probablement plein d'actions Nvidia, mais vraiment, quand je dis plein, c'est massif. Et donc le jour où ces trucs-là s'effondrent, ben, le bilan de la Banque nationale suisse s'effondre aussi. Donc vous avez cette espèce de bombe à retardement sur laquelle la Suisse est assise, mais je veux dire, c'est vrai. Mais c'est un peu la blague, c'est un peu la blague des deux copains en face du lion, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de courir plus vite que le lion, il s'agit de courir plus vite que le copain. Donc, si vous voulez, la Suisse, ses problèmes sont là, mais à côté de l'Europe, nous-mêmes à côté des États-Unis, on est pas mal. On est pas mal. Donc, moi, et l'autre chose, si vous voulez, donc, vous avez ce problème-là, mais pour le moment, on le voit d'autant moins que, encore une fois, vous avez le Japon qui avait un peu la même réputation
d'être, une monnaie de réserve, parce que sont des pays qui sont très bien gérés. C'est ça qu'on regarde d'abord. Le Japon est en train de sortir de cette case-là. C'est-à-dire qu'il y a plus grand monde, donc la Suisse, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore du temps avant que quand bien même, le bilan, commencerait à s'effriter, c'est-à-dire il y a encore, il peut se passer beaucoup de choses, et le jour où on en est là, je pense qu'il y a encore les problèmes seront bien pires ailleurs. Et l'autre chose, quand on parle souvent donc là, quand il s'agit d'avoir du franc suisse, avoir du franc suisse aujourd'hui, le franc suisse est extrêmement haut, aujourd'hui. Je pense pas qu'on ait beaucoup de gains à faire là, à court terme. C'est-à-dire que, quand je sais pas si la question veut dire: est-ce qu'il faut, se positionner en franc suisse? Aujourd'hui, il y a pas de à court terme, il n'y a pas de gain à aller chercher. Le franc suisse est déjà tellement haut, je ne vais pas vous dire: «Ah si, allez vous foutre en franc suisse, le franc suisse va continuer à monter, monter, monter». Non, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est-à-dire que l'économie suisse ne peut pas supporter, donc encore une fois, la BNS continuera de faire pression à la baisse sur son bilan, tout ce qu'il faut. En revanche, moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est d'aller, de mener ses investissements et de gérer son portefeuille depuis la Suisse. Ça, c'est quelque chose que je trouve beaucoup et que ce soit en franc suisse ou pas. Il faut savoir que, les Suisses, sont pas du tout, sont pas du tout ce côté français, qui est de vouloir, que vous fassiez toutes vos opérations en euros et qui détestent quand vous avez des opérations autres qu'en euros. Les Suisses, quand le compte courant de base, à la poste suisse, vous pouvez l'avoir en multidevises, très simplement, avec de base, le franc, le dollar, l'euro, le yen, la livre, je ne sais plus laquelle, je crois qu'il y a le le renminbi, dedans. Donc les Suisses n'ont pas du tout cette partie-là. Mais en revanche, la gestion privée suisse marche beaucoup mieux que la gestion privée française. Donc je trouve toujours intéressant de gérer son portefeuille, depuis la Suisse plutôt que depuis la France. Les conseillers sont meilleurs, les banques sont plus sympas, je trouve, pardon, hein, et puis effectivement, ça donne c'est un petit avantage qui est que, c'est tout c'est on est localisé en Suisse. Le risque, si c'est pour un Français ou pour un étranger, pour un non suisse, le risque, c'est que les Suisses vous virent à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent: «OK, on a pas de problème, si, je sais pas, j'ai un truc, une bêtise, Emmanuel Macron ou son successeur, décide d'imposer, tous les patrimoines, de Français, de nationaux, d'une manière ou d'une autre», les Suisses risquent de dire: «Écoutez, barrez-vous, on veut plus de vous, à moins que vous ayez, une quantité astronomique que je sais pas, 100 millions ou plus, chez nous». C'est des choses qui sont possibles. Mais dans l'intervalle, c'est déjà pas mal. L'argent métal, hem, alors je sais bien qu'en ce moment tout le monde parle d'argent métal. Je n'aime pas l'argent métal. Pardon. Je suis pas donc je vais pas me prononcer, sur le fait que l'argent métal puisse atteindre les 150 l'once. Peut-être, peut-être pas. Ce que je sais, c'est que le truc est méchamment manipulé en ce moment. Donc moi j'ai vu les manipulations sur le marché. Le fait que ce soit pas, un actif de réserve comme l'or, me déplaît un peu. C'est-à-dire que moi je suis beaucoup plus familier du marché de l'or et le fait de regarder ce que font les banques centrales sur l'or, permet, de trouver, donc bah, oui, je sais bien, c'est bien le problème. L'argent métal le Fred le premier, c'est industriel, l'argent métal. Et c'est tout le problème que j'ai, avec l'argent métal. C'est-à-dire que il y a trop, d'intérêts industriels et monétaires qui se mélangent et c'est pas bon. C'est-à-dire que l'or, alors l'or, il y a la bijouterie effectivement, il y a un peu d'application industrielle. Il y a de l'application industrielle sur l'or, mais il y en a pas tant que ça. Et le fait, que sur l'argent, il y ait beaucoup plus d'applications industrielles sur l'argent que sur l'or, bah, c'est embêtant parce que en fait, une monnaie, c'est bien que ce soit, inutile. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir, 2 prix qui sont différents, c'est-à-dire que vous avez un prix, de l'industriel qui a besoin d'argent
pour, mettre dans ses applications, dans ses, hem et qui lui, bah, lui, il a besoin de vendre son produit derrière, donc il va avoir un prix de marché et que derrière, vous avez un prix monétaire qui est pas le même, qui va être plutôt plus élevé. Vous avez ces 2 prix-là qui se confrontent et c'est pas bon. Donc vous avez ça, vous avez le fait que le marché soit ultra manipulé encore plus que l'or. L'or aussi est manipulé, il y a pas de problème. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que comme l'or est plus gros, bah, c'est un peu plus dur, ça se voit plus, il y a plus de donc heu, donc voilà, mais alors ça, c'est toujours la question, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire que il y a toujours la différence entre le papier, et le réel. Évidemment, que ce soit l'or métal comme pardon, l'or comme l'argent métal, il faut avoir du physique parce que le jour où il y a une réconciliation, c'est là où ça fait mal. Le donc voilà, bien sûr que tout est manipulé, mais tout n'est pas manipulable de la même manière. C'est-à-dire que sur l'or, c'est-à-dire que tout est mé c'est pour le dire, plus simplement, hem, le pétrole, par exemple, j'aime beaucoup prendre cet exemple du pétrole, vous pourriez dire peut-être que tout que je là, je prends Fred le premier, tout est manipulé. Non, le pétrole n'est pas manipulé, c'est-à-dire dans le sens où c'est un marché qui est tellement énorme, qui n'a pas d'acteurs à part peut-être l'Arabie Saoudite et encore, qui fait que il n'est pas tant manipulé que ça. Et c'est un marché qui est hyper liquide, qui réagit hyper bien. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite peut augmenter sa production de pétrole pour essayer de faire baisser les cours, mais vous n'avez pas une banque qui peut, à elle toute seule, manipuler les cours du pétrole en émettant du papier, adossé au pétrole. Ça n'existe pas sur le marché du pétrole. Les volumes sont beaucoup trop énormes, les montants seraient beaucoup trop énormes et puis encore une fois, là, pour le coup, on parle de pétrole, c'est des trucs, il y a des c'est livré. C'est pas comme l'or, papier où c'est jamais livré et puis on rigole, dans les hautes sphères là-bas. Donc le pétrole n'est pas manipulé à ce niveau-là, et donc sur l'or, lui, l'or évidemment est manipulé. Il ne faut pas oublier que vous avez eu, JP Morgan, je ne sais plus les noms, mais ont été condamnés, pour manipulation du marché de l'or, hein, des choses où, les trucs non, j'ai oublié le terme, mais vous remplissez le carnet d'ordre, vous mettez plein d'ordres, puis vous les pour faire monter le cours, puis vous les annulez au dernier moment. Donc oui, vous avez donc, tout ça est prouvé, documenté, il y a pas de problème. Sauf que sur l'or, ce qu'on sait, c'est que à la fin, on retourne à l'étalon or, heu, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que dans l'intervalle, on aura un panier de devises, de matières. C'est un truc qui fait beaucoup, couler d'encre. Les gens aiment beaucoup ça. Effectivement, il faut revenir au réel, mais on va pas faire que de l'or. On va faire un panier dans lequel il y aura, des matières premières, du pétrole, des minerais, de l'or, puis on va faire un grand panier comme ça, des devises aussi. Sauf que c'est beaucoup trop compliqué et qu'en fait, un étalon or, ça marche très bien. Donc si vous voulez, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'un étalon or, donc il y a pas tellement de doute qu'à la fin, on revient à l'étalon or. On revient pas à l'étalon argent. Donc pour revenir sur l'argent, donc pour finir sur l'argent, c'est pour ça que je sais pas trop quoi dire sur l'argent. C'est-à-dire que pendant des années, pendant des années, moi, je regarde l'argent, je dis: «Oui, c'est pas inintéressant, mais ça surperforme l'or». Là, tout d'un coup, en 2025, le truc est parti en chandelle. Boum! Comme ça. C'est je Ça va peut-être retomber aussi sec. Je veux dire, c'est pour moi, c'est pas je sais beaucoup c'est pas lisible. Je ne sais pas lire le marché de l'argent et en fait et je n'ai vu moi, je ne connais personne, peut-être que ces gens-là existent, mais je connais personne qui, ait vu le truc venir ou qui l'ait bien surfé. Moi, les gens que je connais, c'est des gens qui, depuis 2010, vous disent, «Il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent, il faut avoir de l'argent» et qui d'un coup, ils disent: «Ah, je vous l'avais bien dit». Oui, mais ça marche pas comme ça. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir raison, 20 ans trop tôt, ou 15 ans trop tôt. Donc ouais, le marché de l'argent, j'aurais adoré pouvoir vous dire, fin 2024, allez sur l'argent, c'est ça, mais je suis pas cette personne-là. J'ai vu passer, que pensez-vous de la banque en ligne nue? C'est pas du tout une mauvaise banque, j'ai plutôt tendance à préconiser. Si vous êtes français, c'est plutôt, c'est une des banques sur lesquelles vous pouvez, ouvrir un compte, pas trop difficilement, sans avoir, à apporter, des millions, dans votre valise. Heu
J'avais vu une question sur, le bitcoin, on parlait de d'actifs manipulés, le bitcoin est devenu manipulable, fin 2024. Bon, alors je dis ça très précisément. Le bitcoin est devenu manipulable en 2025 pour une raison très simple, c'est que, BlackRock est rentré sur le marché, mais à un niveau avec les ETF. Et donc aujourd'hui, en 2024, virtuellement, BlackRock ne détient pas un bitcoin. Enfin, je dis pas, ils en avaient sûrement deux trois pour jouer, mais en 2024, ils n'en ont pas. En 2025, ils sont devenus le premier détenteur actif de bitcoin. C'est-à-dire que les seuls portefeuilles qui ont plus de bitcoin que BlackRock, ce sont les portefeuilles de Satoshi, qui sont donc ces trucs légendaires, du légendaire créateur du Bitcoin, qui n'ont jamais été actifs depuis les origines du Bitcoin. Donc aujourd'hui, c'est BlackRock est le premier. Et si vous rajoutez en plus de BlackRock, euh, Michael Saylor de Stratégie, donc, qui est devenu un énorme fonds, c'est une espèce de Lehman Brothers du Bitcoin qui finira par s'effondrer, mais on ne sait pas quand. Si vous rajoutez Cathy Wood, si vous rajoutez les autres, parce qu'il n'y a pas que. Faut rajouter Fidelity, faut rajouter les saisies du gouvernement américain. Il ne faut jamais oublier que ça se saisit très bien, le Bitcoin. Hein. Et ben, vous vous rendez compte que ben, en fait, les US maîtrisent très très bien suffisamment de Bitcoin pour le manipuler complètement. Et donc les grosses baleines du Bitcoin, un, sont toutes américaines, et de deux, ont les mêmes intérêts. Et donc vous avez aujourd'hui, le Bitcoin est absolument manipulé, manipulable. Donc moi, ça me chagrine énormément. Maintenant, je sais pas, à mon avis, c'est pas stupide d'en prendre un peu maintenant. Je pense que personne ne sait trop ce qu'il y a à faire. Moi, ce qui m'intéresse derrière le Bitcoin, c'est la blockchain et c'est ce que j'appelle la révolution de la valeur. Des technologies de la valeur, c'est pour moi la blockchain, ça fait la même chose qu'Internet pour l'information. C'est-à-dire que votre manière d'échanger vos photos de vacances ont radicalement été transformées par Internet. Bah, la manière d'échanger d'acheter ou vendre une voiture, un bonbon, je sais pas quoi, est radicalement transformé par la blockchain. Le, et ça, c'est quelque chose, on est content, on n'est pas content. Là, je dis pas que c'est bien ou pas, simplement ça arrive, c'est là, et que pour le coup, il y a plein de belles choses à faire là-dessus. Sauf que pour le moment, quand on regarde les acteurs de la blockchain, ils suivent encore aujourd'hui les cours du Bitcoin et que vous avez encore une énorme dépendance de l'écosystème blockchain autour du Bitcoin. Ça va aller en s'amenuisant. J'aimerais que ça aille un peu plus vite parce que, là, encore une fois, le Bitcoin ne m'intéresse plus tellement dans la mesure où le truc est devenu quasiment une extension des besoins de monétisation des États-Unis. Donc, à long terme, ça y est, moi, j'en ai fini. Maintenant, là, pour 2, 3 ans, pourquoi pas, c'est pas forcément une bête chose à faire, en attendant, encore une fois, qu'il y ait d'autres blockchains qui émergent et qui prennent dessus. Je prends une dernière question et puis on va s'arrêter. J'ai l'impression que ça marche pas mal. Pour le marché de l'argent, j'ai trouvé une excellente vidéo d'un Anglais qui expliquait pourquoi il y a les pommes très volatiles quand on se... Bah, écoutez, si vous pouvez me mettre le lien, ça m'intéresse beaucoup, Ferdinand. Mais donc voilà, la monnaie, c'est comme les choux, ça se cultive. Il faut un étalon en qualité d'énergie, la valeur monnaie. Oui, c'est pas bête. Là, je reprends la question de Marquis de Surac sur il faut de l'énergie liée. Que, en fait, je vous renvoie à un autre article de l'investisseur sans costume qui s'appelle La pièce de monnaie la plus étrange. C'est un papier qui est très très long, mais allez-y, je vais vous mettre le lien tout de suite. Attendez, déjà, je vous mets le lien vers le papier sur Powell et je vais vous mettre le lien vers la pièce de monnaie la plus étrange. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est qu'une monnaie, tendanciellement, ne vaut jamais plus que ce qu'elle coûte à produire. C'est vraiment c'est très important. C'est-à-dire que si vous pouvez produire une monnaie sans aucune contrepartie, et ben, à la fin, cette monnaie ne vaudra plus rien. Je vous mets les deux papiers là. Évidemment.
C'est quasiment de la nature humaine. C'est-à-dire que si vous pouvez produire une monnaie, pour moins cher que ce qu'elle vaut, il va se trouver quelqu'un pour le faire. Que ce soit une ruée vers l'or pour aller faire des trous dans la terre, et ça c'est de l'énergie transformée, hein, c'est de faire des trous dans la terre pour trouver de l'or. Que ce soit effectivement, l'époque où, on s'échangeait des grains de poivre, où là il fallait, aller en Asie et revenir, ou d'autres choses. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'une monnaie comme, les monnaies fiduciaires, l'euro ou le dollar, sont pas créées à partir de rien. C'est pas vrai. C'est du crédit. Donc c'est créé à partir d'un effort futur. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir aller faire un trou dans le sol et se dire: «Ah, s'il y a de l'or, je vais créer de la valeur et sinon j'aurais creusé un trou pour rien». Vous allez créer cette monnaie d'abord et vous allez ensuite, créer la valeur pour la justifier. Et ça, sur le papier, c'est vachement bien. C'est vachement bien de faire ça sur le papier parce que du coup, vous avez une création monétaire qui est en phase, théoriquement, avec votre activité économique et c'est ça ce que vous voulez. C'est-à-dire que parce que l'or, c'est génial, mais si demain, je vous donne un exemple à la con, si demain on arrive, à transformer tout l'or des océans, en vous savez qu'il y a un tout petit peu d'or, l'or est de manière infinitésimale, dilué dans l'eau des océans, c'est-à-dire toutes les rivières aurifères qui arrivent. Mais sauf qu'aujourd'hui, aller chercher cet or, ça coûte une fortune parce qu'il est dilué. Mais demain, on trouve un procédé exceptionnel qui fait qu'on arrive à extraire comme ça tout l'or des océans. Ça n'arrivera pas, vous inquiétez pas. Ben là, vous allez avoir une énorme crise parce que vous allez créer de la monnaie alors que vous n'avez pas d'activité économique qui est créée. C'est le principe des ruées vers l'or qui sont très mauvaises, qui au 19e siècle ont fait des crises pas possibles. Donc, on va se dire, bah, à l'inverse, c'est vachement bien de pouvoir créer de la monnaie, alors que quand vous faites crédit, parce que vous avez plein de gens, vous avez des lignes de chemin de fer à créer, vous avez une révolution du web à faire, c'est génial. Sauf que le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que bah, comme la monnaie est créée d'abord et l'effort doit être fait après, si l'effort ne porte pas de fruits, bah, vous devez détruire la monnaie que vous avez créée. Si vous êtes planté, si vous avez fait faillite, et vous devez détruire cette monnaie. Et ce qu'on ne sait plus faire depuis en gros 1980, et puis très largement, et puis là de manière radicale depuis 2008, on ne sait plus détruire. On ne sait plus détruire, on ne sait plus faire la vidange et on sait plus, en gros, à un moment, prendre toutes les mauvaises initiatives qui ont été faites. Et c'est à un moment, même économiquement, on sait plus garder notre chambre propre. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et je prends une dernière question sur le Bitcoin et après on va s'arrêter. Euh, Oui, non, mais en fait, le problème, c'est le côté infini. Le problème, c'est de croire qu'on peut émettre de la monnaie sans contrepartie. Trump voudrait qu'on émette de la monnaie sans contrepartie. Sauf que Powell est arrivé au stade où il dit, bah oui, mais si j'émets plus de... En fait, je n'aide même pas, je ne t'aide même pas en faisant, si jamais je faisais ce que tu me demandais, ça te crée probablement davantage de problèmes. C'est-à-dire qu'il y a pas de, ça n'existe pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, on ne peut pas créer de manière infinie de la monnaie, ça se finit en Weimar, ça se finit en d'autres choses, ça se finit... donc voilà, du coup, si, hein, il vaut mieux vendre nos bitcoins à court terme. Non, je dis pas qu'il faut, enfin, faut vendre vos bitcoins, ça dépend combien vous les avez achetés. Si vous les avez achetés l'année dernière et qu'ils ont perdu moins 30%, gardez-les. Et, à mon avis, il faut attendre. Il vaut mieux avoir des pièces d'or. Ah, Fred le premier sur les standards d'or. Ça, moi, je suis d'accord, il vaut mieux du 4 x 9. Après, ça dépend ce que vous en faites. Ça dépend où vous voulez vendre. Si vous êtes un peu mobile et que, oui, c'est sûr qu'un Napoléon, ça vaut rien en dehors des frontières françaises. Ça vaut pas rien, mais ça vaut pas grand-chose. Un Napoléon, en France, ça se négocie très bien. Donc ça dépend de vous. Là, ça fait déjà 50 minutes. Je pensais pas du tout que cette première vidéo durerait aussi longtemps. En tout cas, merci à tous. Mettez-moi en commentaire dans le chat les sujets qui vous intéressent pour la prochaine vidéo de jeudi. Allez sur le site de l'investisseur sans costume, inscrivez-vous, allez voir les articles, parce que vous connaissez l'adage, hein, écouter c'est bien, lire c'est mieux à mon avis. Et puis moi je vous souhaite à tous une excellente soirée.